Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter un argument un peu technique, mais qui m'est très à cœur. La classification des vins de qualité allemands. Comme vous le saviez, des pays comme la France, l'Italie ou l'Espagne même ont toujours catégorisé leurs vins par rapport à leur origine, dû les très réputées appellations d'origine. Mais pour les Allemands, non. Ils ont toujours préféré classifier leurs vins par rapport à la quantité de sucre qu'on est retrouvé dans le mou. Et pourquoi selon vous? Une première hypothèse pourrait venir du fait qu'étant un pays très froid et donc avec des températures plutôt rigides, dans ce contexte, l'agriculture est très compliquée. Donc attendre la maturité d'un fruit et en particulier du raisin est quelque chose de pas très simple. Donc le fait d'avoir un raisin mûr et riche en sucre, c'est-à-dire avoir un raisin de qualité. Mais pourquoi nous avons besoin d'autant de sucre dans un raisin? Le sucre du raisin ou de la grappe, il passe ensuite à son jus quand il est pressé, donc dans le mou. Et avoir du sucre, c'est-à-dire qu'avec la fermentation, on obtient de l'alcool. L'alcool est très important car il est la santé du vin même et surtout il permet au vin de vivre un peu plus de temps et de pouvoir voyager et être commercialisé correctement. Une deuxième hypothèse pourrait venir du fait que du Moyen Âge, donc à la création un peu de la viticulture comme on le voit dans le sens moderne aujourd'hui, les moines dans les pays de l'Europe méridionale sont bien occupés de classifier la bonne parcelle avec le bon raisin. Donc le bon morceau de terre avec le bon type de cépage qui pouvait y aller avec. Excusez-moi. Mais dans les pays de la Mitteleurope, cela n'est pas arrivé, car les moines à ce temps-là se sont plutôt occupés de produire de la bière. On en déduit le fait que pour s'orienter dans le niveau qualitatif d'un raisin, plus il possède du sucre, plus il est de bonne qualité. Car pour obtenir du sucre, il faut avoir la bonne exposition de la parcelle de terre, il faut avoir le bon sol. Mais comment peut-on traduire cela dans une échelle avec les fameux degrés Oechsle? Les degrés Oechsle, qui sont très utilisés dans l'industrie vitivinicole allemande, suisse, autrichienne et du Luxembourg, prennent leur origine de Ferdinand Oechsle, leur inventeur pratiquement. Cette échelle calcule surtout la densité du mou. Mais qu'est-ce que c'est un degré Oechsle? Par définition, un degré Oechsle, ça va vous faire un peu rigoler, c'est la différence d'un gramme entre un litre de mou et un kilo. Donc, un peu compliqué à comprendre. Pour faire un exemple un peu plus pragmatique, un mou qui possède une densité de 1070 par exemple à 70 degrés Oechsle. Mais comment peut-on le retrouver dans le vin de manière plus simple et compréhensible? Nous allons voir plusieurs catégories des vins allemands justement qui peuvent nous sonner de manière un peu plus familière, comme les Auslese, Kabinett, etc., etc. Et quelque chose qui par contre est à comprendre à l'origine, c'est que comme pour tous les vins du monde, les vins germaniques se partagent également entre vins secs, demi-secs et doux. Allons voir un exemple en partant par les vins qui se partagent entre sec et demi-sec, donc les Kabinett et Spätlese. Kabinett, qui veut dire vin de garde mangé, sont des vins qui possèdent justement aux alentours des 70 degrés Oechsle. Donc on parle d'à peu près de 60 grammes de litre de sucre. Et ça avec la fermentation pour obtenir entre 7 et 9 degrés d'alcool en moyenne. Les Spätlese, un peu différentes, sont plutôt des vendanges tardives, donc des vins qui ont une concentration de mou majeure et donc qui possèdent parfois un peu de sucrosité.
N'oublions jamais que cette sucrosité est très souvent bien contrebalancée dans ce cas-là, dans les vins de qualité ou les Qualitätsweine, comme nous avons déjà évoqué, par le fait qu'ils sont uniquement faits par le cépage Riesling. Et le cépage Riesling a toujours une très belle acidité et parfois des notes un peu agrumées qui peuvent vraiment garder le palais propre et une bouche qui est plutôt très agréable. Mais maintenant, nous passons à la catégorie, on va dire, un peu supérieure, aux vins qui sont cueillis à surmaturation et qui parfois ont quelque chose qu'on retrouve également chez nous dans les grands sauternes ou dans certains vins un peu similaires, la Botrytis cinerea. Ne vous étonnez pas si vous allons souvent entendre le mot sélectionné, car maintenant nous allons parler des vins issus des raisins qui sont cueillis à la main, sélectionnés et dont le banc de vendage prévoit également le début de la date de vendage même. On part par les Auslese. Auslese qui veut dire vendange de raisins sélectionnés par la pointe, sont des vins qui peuvent posséder jusqu'à 100 grammes litre de sucre. Et cette quantité, bien sûr, on la retrouve également dans les sucres résiduels. Ce sont des vins doux, toujours bien équilibrés et de très bonne qualité. Nous passons maintenant à des vins qui sont un peu plus concentrés, les Beerenauslese. Les Beerenauslese peuvent obtenir jusqu'à 200 grammes litre de sucre, chose qui permet d'avoir des vins plutôt doux et avec une excellente densité. Donc, pour faire un compte rendu, si on fait une récolte de raisin dans des temps normaux, on obtient des cabinettes. Si on attend un petit peu pour la vendange, donc une vendange tardive, on obtient des Spätlese. Et si on attend un peu, on commence avec les récoltes sélectionnées, dont on sélectionne vraiment les raisins par an, et donc les Auslese. Mais si on laisse ces raisins sélectionnés encore un peu plus de temps sur la plante, on obtient les Beerenauslese que nous avons cités il y a quelques instants. Mais si on laisse encore maturer le raisin sur la plante, il va sécher et donc on obtient les Trockenbeerenauslese. Le nom Trocken, qui veut dire sec, justement, vendange tardive, passerillée. Je ne vous cache pas que le Trockenbeerenauslese est un peu le Gotha, le top du top des vins sucrés du monde entier. Et ce sont des vins plutôt difficiles à trouver qui peuvent parfois attendre à 270 grammes litre de sucre. Et bien sûr, ça se répercute dans le goût également, car ils ont une densité importante et bien sûr, ils doivent avoir une acidité qui peut les contrebalancer correctement. Maintenant, je vous ai gardé une surprise pour la fin, les vins de glace. En Allemagne, on les appelle les Eiswein, et on peut les retrouver dans des autres parties du monde, comme par exemple au Canada avec les Ice Wines, ou dans d'autres régions du monde entier. Les Eiswein sont des raisins qui sont récoltés très très tard, passerillés complètement sous la plante, mais qui doivent être gardés à moins 7 degrés au maximum. Donc, c'est-à-dire qu'on récolte ces raisins qui sont en partie congelés, on élimine toute la partie congelée qui représente l'eau, et avec ce qui reste, on le fait fermenter très lentement, et ce qui donnera un vin avec une densité unique. Parfois, les Eiswein ont un degré d'alcool qui ne dépasse pas les 5%, ce qui permet d'avoir des vins qui sont légers, frais, mais avec une longévité unique dans leur genre. Bien sûr, maintenant qu'on est en termes de vin de glace, je vous conseille vivement de déguster, si vous en avez l'occasion, les Eiswein canadiens, qui sont toujours très agréables. Et maintenant qu'on parle de Canada, je vous fais part d'un coup de cœur que j'ai toujours eu, que sont les cidres de glace du Québec. Des pommes qui sont gardées à des températures très basses également, récoltées, on élimine, comme pour le raisin, la partie congelée, donc l'eau, et avec ce qui reste de la pomme, on en fait un jus qui fermente très lentement et qui obtient un cidre qui est délicieux. Si vous en avez une bouteille dans votre cave et si vous avez une très bonne tarte aux pommes, ne vous en privez pas, s'il vous plaît.
Bien sûr, quand on traite les vins de glace, il ne faut pas oublier que dans le monde, il y a des producteurs sans scrupules, mais bien sûr autorisés par les lois locaux, qui produisent ces vins artificiellement, c'est-à-dire qu'ils congèlent le raisin pour le raisin, ou la pomme pour le cidre, et donc on obtient un produit qui, au niveau gustatif, est loin d'être de l'original, et heureusement, le prix n'est pas non plus le même. Donc, défiler des imitations. J'espère que tout cela était plutôt clair. J'en profite pour vous saluer, pour vous poser une question que j'y tiens particulièrement. Quel est le vin doux, ou le vin moelleux que vous avez apprécié le plus? Merci beaucoup et à la prochaine. Chin!